Bienvenue. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à vous être connectés aujourd'hui depuis la France, depuis la Belgique, mais également depuis les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Luxembourg, le Liban, la Tunisie, les États-Unis. Vous travaillez au sein d'un département de recherche, vous enseignez, vous faites partie d'une mission de diplomatie, d'une institution ou du secteur culturel. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne consacrée aujourd'hui à l'habitabilité sur Mars et sur d'autres planètes telluriques. La conférence s'inscrit dans un cycle dont l'objectif est de s'interroger sur la manière dont les hommes, les femmes s'adaptent à leur environnement en pleine mutation. Alors, il y a quelques semaines, nous parvenaient ces incroyables images d'un petit hélicoptère nommé Ingenuity et qui décollait de la planète rouge. Et puis, il y a quelques jours, c'est du dioxyde de carbone martien qui était transformé en oxygène par l'astromobile Persévérance. Notre conférencière du jour est professeure à l'Université catholique de Louvain, chercheuse, mathématicienne et géophysicienne. Elle travaille à l'Observatoire royal de Belgique et elle est impliquée dans de nombreuses missions spatiales. À propos, attention, alerte, spoil, Véronique Dehan nous présentera des résultats sous embargo de la mission InSight, la mission d'exploration de la planète Mars développée par l'Agence spatiale américaine. La conférence vous est proposée par l'Académie royale de Belgique en partenariat avec la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris. Je céderai dans quelques instants la parole à Monsieur Marc Clerbois, délégué général Wallonie-Bruxelles à Paris, Monsieur Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, abordera plus en détail le cycle de conférences, l'homme et son environnement, et vous présentera par le menu la conférencière du jour. L'intervention de Madame Véronique Dehan durera environ 45 minutes et se poursuivra par un moment d'échange sous forme de questions-réponses. Je vous invite à partager toutes vos questions tout au long de la conférence en bas sur le petit icône Q&A. Le sujet est évidemment passionnant et propice à de nombreuses interrogations. Je vais donc vous demander d'essayer de synthétiser autant que possible vos questions. Une dernière chose, la conférence est enregistrée et elle sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, ainsi que sur le site Académie TV. Je vous partagerai les liens utiles dans l'espace de discussion qui a déjà été utilisé. N'oubliez pas d'indiquer toutes vos questions dans l'espace dédié. Excellente conférence à vous et à tout à l'heure. Merci Madame Six, j'espère que vous m'entendez toutes et tous. Bonsoir Mesdames et Messieurs, bonsoir à vous qui êtes avec nous ce soir en direct et bonsoir à celles et ceux qui nous suivront en différé sur notre chaîne YouTube. En mettant en place ce cycle de conférences intitulé L'homme et son environnement, histoire d'une adaptation, nous ne pensions pas en fait si bien dire, car nous n'imaginions pas à l'époque que nous devrions, au niveau de notre délégation générale Wallonie-Bruxelles, nous adapter également dans l'organisation de nos conférences en proposant ces conférences en mode virtuel. Visiblement, comme vous l'avez dit, Madame Six, le format virtuel ne constitue pas un obstacle, ni même un frein au niveau de la participation. Bien au contraire même, puisque nous avons en effet ce soir le plaisir d'accueillir 200 inscrits à notre conférence. Alors nous entrevoyons dans quelques semaines une amélioration au niveau des mesures sanitaires et j'espère bien évidemment avoir prochainement le plaisir de vous accueillir de nouveau présentiellement dans la salle de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris. Je tiens d'ailleurs à souligner que notre partenaire dans ce cycle de conférences, l'Académie royale de Belgique, a également fait preuve de flexibilité. Je voudrais à cet égard remercier l'Académie et son secrétaire perpétuel, M. Didier Vivier, qui est avec nous ce soir, pour le partenariat que nous continuons à développer ensemble à travers ces conférences, malgré ce contexte difficile.
Mesdames et messieurs, nous avons jusqu'ici, dans ce cycle de conférences, eu le plaisir d'assister à des présentations très intéressantes. Je suis convaincu cependant que la conférence de ce soir du professeur Véronique Dehan sur le thème de l'habitabilité de Mars et ailleurs présente pour nous tous un intérêt tout particulier. Je laisserai le soin dans quelques instants au secrétaire perpétuel, M. Vivier, de nous présenter la conférencière de ce soir, mais je tiens d'ores et déjà à souhaiter à Madame Dehan la bienvenue et à la remercier d'avoir accepté notre invitation. Si cette conférence s'annonce particulièrement intéressante, c'est tout d'abord parce que le secteur du spatial, tout simplement, est un monde qui nous fascine. Les dernières semaines, et vous l'avez rappelé, les dernières semaines ont été particulièrement riches en actualité dans ce domaine. En février dernier, il y a eu l'arrivée sur Mars du rover Persévérance, je le prononce à la française, qui constitue une étape importante dans l'exploration de la planète Mars. Madame Véronique Dehan l'évoquera très certainement dans quelques instants dans sa conférence. Et puis tout récemment, le 23 avril dernier, l'astronaute français Thomas Pesquet s'est envolé vers la Station spatiale internationale en compagnie de 3 autres astronautes pour une mission spatiale de 6 mois. Au-delà de cette fascination qu'éveille en nous la conquête de l'espace, le secteur spatial constitue aussi un enjeu politique, économique et scientifique. Un enjeu tout d'abord au niveau international et européen, avec bien entendu l'Agence spatiale européenne. À cet égard, il ne vous a pas échappé que le nouveau directeur général de l'Agence spatiale européenne, M. Joseph Aschbacher, a récemment présenté la stratégie de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, donc, pour les 4 années à venir, en prônant une politique spatiale européenne ambitieuse afin de pouvoir rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Mais le secteur spatial est également un enjeu au niveau belge et en particulier pour la Wallonie. Je tiens à souligner ici que la Wallonie est la région en Belgique avec le plus grand nombre d'entreprises actives dans l'industrie aéronautique. Parmi celles-ci, notamment de grands groupes français, mais également de nombreuses petites et moyennes entreprises. Je tiens aussi à souligner que le savoir-faire wallon dans l'aérospatial s'exprime particulièrement dans la province du Luxembourg. Au cœur des Ardennes belges, on y trouve en effet le parc d'activités spatiales Galaxia et une station de l'Agence spatiale européenne reconnue comme centre d'excellence dans les domaines de la sécurité et de la défense. Galaxia a d'ailleurs été choisi en 2018 pour l'installation de la plateforme terrestre de maintenance de la constellation Galileo, un système européen de navigation par satellite. Cette importance du secteur spatial explique aussi pourquoi la Wallonie dispose d'un pôle de compétences dédié à ce secteur, le pôle Skywin, qui regroupe des entreprises, des centres de recherche, des universités et des centres de formation actifs dans l'aérospatial en Wallonie. Plus de 80 départements universitaires traitent de la matière aéronautique et spatiale. Je ne vais pas ici, bien entendu, les citer tous, mais on peut mentionner, par exemple, le Centre spatial de Liège, à Charleroi, le centre de recherche en aéronautique, Seine Aéro, et le Wallonie Aero Training Network, donc un centre de compétences wallon actif dans le secteur aéronautique. Je n'oublie pas, bien entendu, l'Université catholique de Louvain, où enseigne le professeur Véronique Dehan. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-unes des raisons pour lesquelles cette conférence de Madame Dehan de ce soir s'annonce particulièrement intéressante. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente soirée et je cède bien volontiers la parole au secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, Monsieur Didier Vivier. Cher Didier, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir d'ailleurs. Et merci beaucoup, monsieur le délégué général, mon cher Marc,
Merci pour cette introduction. Merci surtout pour cette collaboration qui m'est particulièrement chère entre la délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Paris et l'Académie royale de Belgique à travers nos cycles annuels parisiens, jusqu'ici très clairement parisiens du Collège Belgique. Et même si nous sommes aujourd'hui dématérialisés, il m'est quand même très très cher de considérer que ce webinaire est le produit d'un partenariat très fécond entre nos deux institutions et leurs équipes. Et j'en profite aussi pour remercier les équipes à la fois de la délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Paris et de l'Académie royale de Belgique pour leur travail efficace et très très précieux. Alors après la conférence d'Edwin Zakkai qui avait eu lieu le 11 mars dernier et qui abordait nos sociétés face au changement climatique, nous poursuivons notre cycle de conférences sur l'homme et son environnement en abordant une question qui est assurément, et on l'a rappelé à l'instant, d'une très vive actualité, qui est celle de l'habitabilité de Mars et en filigrane les possibilités d'adaptation de l'homme à un environnement ultime totalement différent du nôtre. Et la conférencière de ce soir, notre conférencière, est évidemment, selon l'habitude du cycle, membre titulaire de l'Académie royale de Belgique. Elle l'est depuis 2010. Et je souligne aussi, puisque nous sommes dans un webinaire belgo-français ou bruxello-parisien, que Véronique Dehan est aussi membre étrangère de l'Académie des sciences à Paris. Véronique est, on l'a déjà dit, mathématicienne et physicienne, géophysicienne. Elle mène une brillante carrière à l'Observatoire royal de Belgique, qui a toujours été très lié à l'Académie royale de Belgique. Je rappelle quand même que l'un des grands secrétaires perpétuels, certainement par l'ampleur de sa production, mais aussi la durée de son secrétariat perpétuel, Quetelet, a été le fondateur de ce observatoire royal de Belgique, et Véronique y exerce ses fonctions. Elle a exercé à peu près toutes les fonctions, je crois, à l'observatoire, celle de chef de travaux, puis de chef de section, et elle est maintenant, je crois depuis 2013, chef de service dans la direction opérationnelle des systèmes de référence et de planétologie. Véronique Dehan enseigne aussi, et depuis, je crois, 10 ans, presque, ou 30 ans, pardon, exactement 30 ans, à l'Université catholique de Louvain, où elle est professeure extraordinaire. Mais elle a aussi enseigné à Paris, au Collège de France, en 2013, en 2014. Donc, vous voyez que c'est une scientifique tout à fait à l'aise dans le Thalys. Et j'ajoute, parce que l'Académie y est aussi très sensible, Véronique Dehan fait une partie de sa carrière au Fonds national belge de la recherche scientifique, au FNRS, où d'ailleurs elle siège encore, nous avons le plaisir de siéger ensemble, dans le conseil d'administration de cette institution extrêmement importante pour la recherche fondamentale, tout particulièrement en communauté française de Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, la spécialité de Véronique Dehan, c'est la rotation de la Terre et la géophysique de la planète Mars. Donc, vous voyez que nous avons là une des meilleures spécialistes du domaine. Et c'est une membre très active de l'Union astronomique internationale ainsi que de l'Union géodésique et géophysique internationale. En 2003, Véronique Dehan recevait également le prix Descartes de l'Union européenne, qui est un prix très prestigieux. Et comme on l'a rappelé, elle est très impliquée dans bon nombre de missions spatiales.
et notamment, peut-être en parlera-t-elle, de la mission européenne ExoMars, qui a été prévue pour 2020, on le sait, qui a été reportée de 2 ans, je pense, et qui aura sa place, évidemment, dans cette exploration de la planète Mars. Alors, je voudrais vous renvoyer aussi, pour ceux qui seront passionnés par cette conférence, il y a beaucoup à découvrir dans 2 petits ouvrages qui sont publiés par l'Académie royale de Belgique dans sa collection L'Académie en poche, parce que Véronique Dehan nous a livré 2 volumes. D'abord, Habiter sur Mars, point d'interrogation, en 2012, et un peu plus récemment, en 2015, Habiter sur une lune du système solaire, toujours avec un point d'interrogation. Donc, je vous renvoie à ces 2 ouvrages que vous pourrez trouver très, très facilement sur le site et qui sont même en numérique, donc tout à fait accessibles sur le site de l'Académie royale de Belgique. Alors, ce qui est en jeu dans l'exploration de Mars, et c'est en cela que ça nous intéressait, c'est bien sûr une politique de prestige de certaines grandes nations. Alors, on le voit, c'est d'actualité, le monde se rue sur Mars. Hein. Les Américains, ce n'est pas une nouveauté, les Chinois, peut-être un peu plus, mais même les Émirats arabes unis. Donc, vraiment, il y a un engouement pour Mars. Mais Mars est aussi, et sans doute beaucoup plus fondamentalement, notre compréhension de la vie et du vivant. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, et surtout peut-être dans ce cycle de conférences, c'est un peu le passage du minéral au biologique. Hein. Et les missions sur Mars, c'est aussi un peu ce qu'est l'Académie, à savoir un projet collaboratif, un projet qui met en contact de multiples disciplines, de multiples institutions. C'est ça aussi et avant tout l'Académie royale de Belgique. Donc il y a une proximité, je dirais, d'approche entre le sujet Mars et l'institution de l'Académie royale de Belgique. Et je ne doute pas, à titre personnel, que l'on fera appel très, très prochainement à des archéologues pour Mars en essayant de bénéficier de leur technique. Donc, merci à Véronique Dehan pour sa participation à notre cycle parisien, et j'insiste quand même pour continuer à le baptiser parisien du Collège Belgique. Merci à la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, et c'est avec un très très grand plaisir que je passe maintenant la parole à ma consoeur Véronique. J'allume mon micro, j'espère que vous m'entendez. Je partage mon écran. Voilà. Et je vais le mettre en grand écran. Voilà. Ça, je vais diminuer. Voilà. Je vous présente la planète Mars. Et donc, merci beaucoup au secrétaire perpétuel pour ses gentils mots et à tout le monde pour votre présence ici ce soir. Je vais vous parler de l'habitabilité de Mars et d'ailleurs, et je vais surtout évidemment vous parler de Mars, qui est ma planète préférée, ça on ne peut pas s'en cacher. Avant tout, une définition de l'habitabilité. Qu'est-ce que pour moi l'habitabilité? Eh bien, ce sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une vie active puisse exister, même si elle n'existe pas. Sur Wikipédia, on trouve que c'est la mesure d'un corps astronomique, une planète ou une lune, de développer et d'accueillir la vie. Donc, ce sont des conditions, même si la vie n'existe pas. C'est ça l'habitabilité, ce que j'entends par l'habitabilité. Le seul exemple que l'on connaisse, bien sûr, c'est la Terre, où d'ailleurs j'ai mis une photo des humains je pense que c'est Hervé Asquin à notre Académie royale à Bruxelles. Quelles sont les conditions pour avoir une planète habitable? Eh bien, il en faut 3. La première, c'est une source d'énergie avec une nécessité d'entropie. Ensuite, il faut de l'eau liquide et que cette eau liquide, ce milieu aqueux, en tout cas, reste stable pendant un certain temps. Et troisièmement, il faut des nutriments. Il faut
avoir du carbone notamment, ou des acides aminés, ou CHNNOPS, qui sont des éléments, des minéraux, quoi. Donc, on retient 3 mots: énergie, nutriments et eau liquide. Ce sont les 3 mots qu'il faut retenir, les 3 conditions pour avoir la soupe primitive qui a permis à arriver à la vie. Cependant, sur Terre, on a d'autres conditions qui ont certainement influencé notre habitabilité. La première chose, c'est l'existence d'un champ magnétique qui nous protège des rayons cosmiques, qui nous protège des rayons en provenance du Soleil. On a une tectonique des plaques, c'est-à-dire que les continents à la surface de la Terre bougent les uns par rapport aux autres, pénètrent dans ce qu'on appelle le manteau de la Terre, donc la partie plus profonde de la Terre, et ressortent par les ridges médio-océaniques. Ensuite, on a du volcanisme à la surface de la Terre, on a une atmosphère magnifique qui nous permet de respirer, de l'eau liquide, un cycle de l'eau, une certaine pesanteur assez sympathique puisqu'on peut se déplacer sans faire de grands bonds comme sur la Lune, et un cycle du carbone. On a une lune, notre grosse lune qui stabilise l'orientation de la Terre dans l'espace, et on a eu des impacts de météorites, des impacts qui nous ont vraisemblablement apporté des volatiles ou qui ont pu évidemment aussi éliminer une partie de notre atmosphère. Centrale à tout ça, évidemment, l'eau liquide. Quelles sont les planètes dans le système solaire qui possèdent de l'eau liquide? D'abord, on a uniquement 4 planètes qui sont des planètes du style de la Terre. On appelle ça les planètes telluriques. Et puis, on a 4 planètes gazeuses, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Parmi les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, eh bien, en fait, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu de l'eau liquide ou est-ce qu'il y a de l'eau liquide à la surface de ces planètes. Ce sont des planètes du style de la Terre. Donc, c'est intéressant d'aller se poser cette question. Ça, c'est le seul graphique un petit peu compliqué, bien que vous allez voir, il est assez simple quand même. Il montre en fait, en fonction de la température, ici en bas, la pression, on voit les différentes phases de l'eau. On a l'eau liquide ici au centre, on a la glace, donc l'eau à l'état solide ici en jaune, et l'eau à l'état de vapeur. On sait par exemple que pour une atmosphère égale à celle de la Terre, on passe de l'état liquide à l'état de glace à 0 degré et de l'état de liquide à l'état de vapeur à 100 degrés. Donc, vous repérez un petit peu la Terre dans ce diagramme. La Terre, elle possède des températures entre moins 150 degrés et plus 50 degrés. On a une moyenne de l'ordre de 15 degrés. Donc, on est dans cette zone-ci, on a de l'eau liquide à la surface de la Terre. Qu'en est-il des autres planètes telluriques? La première, c'est Mars. À l'heure actuelle, Mars a une pression de non pas 1013 millibars comme sur Terre, mais de l'ordre de 7 millibars, à peu près un centième, 0,006 par rapport à l'atmosphère de la Terre. Donc, pression atmosphérique assez faible, mais quand même une atmosphère avec un effet de serre et des températures qui sont entre moins 150 degrés et plus 20 degrés. Vous voyez qu'à cette pression et à ces températures, avec une température moyenne de l'ordre de moins 50 degrés, eh bien, on n'a pas d'eau liquide à la surface de Mars. Ou peut-être vraiment marginalement à certains endroits, très bien ensoleillés, en plein midi, en plein été. À ce moment-là, on pourrait éventuellement avoir de l'eau liquide. Et encore, il faudrait peut-être même rajouter un peu de sel pour qu'il y ait de l'eau liquide. Qu'en est-il de Vénus?
Vénus est plus proche du Soleil, elle est plus chaude, mais en plus, Vénus a une atmosphère de 92 fois l'atmosphère de la Terre. Ça veut dire que on est dans des pressions extrêmes et un effet de serre extrêmement important, avec des températures de l'ordre de 450 degrés et plus. Donc, l'eau ne peut pas exister à l'état liquide à la surface de Vénus. On est dans la zone de l'état de vapeur. Qu'en est-il maintenant de Mercure? Mercure n'a pas d'atmosphère. Donc, quand il fait nuit, la pression atmosphérique étant de l'ordre de 0, on a des températures extrêmement froides, moins 200 degrés, et quand c'est le jour, des températures extrêmement chaudes. Pas d'eau liquide à la surface de Mercure. Donc déjà, d'après ce graphe, vous voyez que seule la Terre possède de l'eau liquide à l'heure actuelle. Cependant, dans le cadre de cet exposé, je vais vous montrer que dans le passé de Mars, on a des traces, mais vraiment des traces flagrantes, de flux intenses d'eau liquide à la surface de Mars. Donc, en fait, la ligne rose que vous voyez ici, à l'heure, est une ligne qui correspond aux températures et pressions à l'heure actuelle. Cette ligne rose, en fait, elle a été dans le passé de Mars beaucoup plus haut. On avait une atmosphère beaucoup plus importante, un effet de serre beaucoup plus important, et donc on pouvait se retrouver dans des conditions où on a de l'eau liquide à la surface de Mars. La distance par rapport au Soleil est évidemment importante, parce que plus on est proche du Soleil, plus il fait chaud, plus on est loin du Soleil, plus il fait froid, et donc on a, pour des planètes qui ont les mêmes conditions d'atmosphère que la Terre, eh bien, on est dans une zone habitable. Et les astronomes ont défini une zone d'habitabilité pour le système solaire, et qui est autour de la Terre. On voit que Mars et Vénus sont aux extrêmes de cette zone d'habitabilité. Ça c'est pour le Soleil. Pour des étoiles moins massives, comme ici, par exemple, rouge, eh bien, puisqu'on a moins d'émissions d'énergie, pour avoir les mêmes températures, pour une même pression, on doit aller beaucoup plus proche de l'étoile. Et si l'étoile est plus massive et plus énergétique, il faut aller beaucoup plus loin de l'étoile pour être dans la zone habitable. Et c'est pour ça que les astronomes cherchent des exoplanètes dans cette zone bleue que j'ai dessinée, enfin qu'on a dessinée, qu'on retrouve sur le site web indiqué ici. Et c'est dans cette zone d'habitabilité que les astronomes cherchent les exoplanètes qui pourraient éventuellement être habitables. Ça, c'est donc pour l'ensemble des étoiles et notre propre étoile, le Soleil. La seule planète habitable est la Terre. Cependant, dans le système solaire, il existe des endroits où on a de l'eau liquide. En fait, je m'intéresse plus particulièrement aux lunes des géantes gazeuses, des planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En effet, les lunes de ces lunes sont des mondes de glace. Et on a par exemple Europe, Ganymède, Callisto, qui sont vraiment des mondes glacés, des lunes glacées qui tournent autour de Jupiter. Mais vous savez que lorsqu'on pénètre à l'intérieur d'une planète ou d'une lune, il fait de plus en plus chaud. Donc ce qui est glace à la surface, à un moment donné, quand on pénètre à l'intérieur de la lune, la glace devient eau. Et on peut avoir des océans en dessous de la croûte de glace que l'on voit à la surface des lunes de Jupiter. Même chose pour Titan.
et même pour des lunes, des petites lunes comme Encelade. Je vais vous montrer quelques images. On a eu la chance d'avoir dans le système saturnien la sonde Cassini qui nous a donné de magnifiques images de toutes ces lunes. Pourquoi sont-elles intéressantes? Mais rappelez-vous, je vous ai donné 3 mots-clés pour la vie: l'énergie, l'eau liquide et les nutriments. Donc, si à l'intérieur de ces lunes, on a ces 3 conditions, on pourrait avoir les conditions pour la soupe primitive de la vie. Et on voit en particulier dans les océans profonds, dans l'océan Atlantique, par exemple, ce qu'on appelle les black smokers, qui sont des sources hydrothermales autour desquelles on trouve énormément de nanobactéries, donc énormément de vie. Et donc c'est ça qui permettrait éventuellement de penser qu'à l'intérieur des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne, on pourrait avoir de la vie. Mais pour évidemment avoir cette vie, il faut les 3 ingrédients: de l'eau liquide, de l'énergie, ça on en a, parce qu'on a les effets de marée, des effets gravitationnels de la planète sur les lunes, et il faut des nutriments. Donc, à l'intérieur des lunes, plus on pénètre à l'intérieur de ces lunes, à un moment donné, on va avoir de l'eau liquide. Ici, il s'agit de Europe, une lune de Jupiter. On voit ici à sa surface les craquelures qui représentent les effets de marée de Jupiter sur Europe, et on a des formes de cycloïdes qui sont inscrites à la surface de Europe. En dessous de cette croûte de glace, on a un océan. Et cet océan, en fait, est en contact avec le manteau, avec des nutriments, avec des minéraux. Ça, c'est pour Europe. Par contre, quand on regarde les autres lunes de Jupiter, par exemple Ganymède, il n'est pas certain qu'en dessous de la croûte de glace, on puisse trouver de l'eau liquide en contact avec les minéraux, en contact avec le manteau de la Lune. En effet, pour Ganymède, ce qu'on retrouve, Ganymède est beaucoup plus grande que Europe, et donc il y a des pressions extrêmement importantes. Et au lieu d'avoir de l'eau en contact avec le manteau, on a de l'eau, de la glace, de la neige en sandwich dans 800 km. Donc, on a des sandwichs de glace, d'eau, de neige, de glace, d'eau, de neige, etc. sur 800 km. Donc, on n'est pas en dessous de cette croûte en contact avec le manteau. La zone habitable, donc, est extrêmement limitée. Une deuxième lune intéressante est la lune Encelade, qui est une lune de Saturne. C'est une petite lune de Saturne à la surface de laquelle on a ce qu'on appelle les griffures du tigre. On a des craquelures de la surface, et à travers ces, voilà les griffures du tigre, à travers ces craquelures, on a vu qu'il y avait des panaches de vapeur qui sortaient. Et ici, c'est une représentation artistique de ce qui se passe. Voilà les photos successives. On voit des panaches d'eau liquide, de vapeur, qui sortent de cette petite lune. Et donc, en fait, c'est une preuve qu'en dessous de la croûte de cette lune, on a de l'eau liquide, au moins une poche d'eau liquide. Et on est sûr que c'est de l'eau parce que la sonde Cassini a traversé ces panaches et a mesuré la composition et a montré que c'était en effet de l'eau liquide. Donc voilà pour l'habitabilité dans le système solaire. Il faut évidemment s'intéresser aux lunes du système solaire. À l'heure actuelle, la planète Mars nous montre aussi des signes potentiels d'existence, au moins d'eau liquide, à la surface de la planète. Donc là, je vais vous montrer une série de diapositives sur tout ce qu'on a appris
de la planète Mars depuis l'exploration martienne, qui a daté évidemment des années que j'appelle les années vikings, qui sont des années où on a eu les sondes vikings dans les années 70, qui ont donné de splendides images de la surface de Mars. Et puis, donc ça c'était lors de la guerre froide, et puis on a eu un moment, un répit de l'exploration spatiale de Mars. Et en 1996, donc 96, une météorite martienne a été analysée, c'est la météorite ALH 84001, qui date du tout début du système solaire. Et à l'intérieur de cette météorite, on a vu ceci, des structures qui ressemblent fortement à des structures de bactéries. Ceci, en bas à droite, ce sont des structures de bactéries fossilisées, qui auraient pu se fossiliser, en tout cas, à l'intérieur de cette météorite. Et ça a évidemment poussé toutes les nations à se retourner vers l'exploration spatiale et revenir vers la planète Mars en particulier. Et à partir de cette époque-là, en 1997-97, on a commencé à lancer des sondes spatiales dans toutes les fenêtres de lancement possibles. Mais attention que ce qu'on a interprété à cette époque comme étant potentiellement des traces de vie fossile, dans la réalité des choses, ce n'étaient pas ces nanobactéries, mais plutôt, en tout cas la plupart des scientifiques croient, que ce sont des excroissances cristallines sur des surfaces de carbonate, donc liées à de la minéralogie. Mais toujours est-il que cette météorite a regagné l'intérêt de l'exploration spatiale à partir de 1997. Et les Américains ont lancé en 1997 Mars Global Surveyor. Ensuite, en 1999, ils ont lancé Mars Climate Orbiter, mais malheureusement, ça n'a pas été un succès. 2001, c'était Mars Odyssey. 2003, c'est la première sonde spatiale européenne qui s'appelle Mars Express. En parallèle, les Américains envoient les MER, Mars Exploration Rovers, Spirit et Opportunity, dont le leitmotiv était de retrouver les conditions de vie passée, donc de suivre l'eau. C'était des petits rovers de l'ordre de 150 kg, hein, assez petits. Puis 2005, on a eu Mars Reconnaissance Orbiter. Alors 2007, on a eu Phoenix, qui s'est posé près des calottes polaires de Mars, qui a gratté le sol et qui a trouvé de la glace d'eau dans le sous-sol martien. 2009, il n'y a pas eu de lancement parce que le lancement suivant était en 2011 avec Mars Science Laboratory, Curiosity, qui était quand même extrêmement important au niveau compliqué, au niveau design, et donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et ce rover transporte une suite d'instruments qui ont permis d'analyser le sol martien. Ils ont pris des dizaines d'échantillons analysés et nous ont donné une kyrielle d'informations. Quand je vous disais que c'était compliqué, même l'atterrissage de cette sonde spatiale qui est aussi grosse qu'une petite voiture, hein, donc c'est quand même assez important, ben, ils ont utilisé non seulement un bouclier thermique qui freine sur l'atmosphère, des parachutes, mais aussi un système de ce qu'ils appellent le Sky Crane, donc la grue du ciel, avec des boosters, des rétrofusées qui ont déposé tout doucement le rover à la surface de Mars. C'est le même système qui a été utilisé pour Perseverance, qui a atterri récemment à la surface de Mars. Alors, encore une photo de Curiosity et des instruments. Une photo de famille avec les mères d'un côté et Curiosity, le MSL de l'autre côté. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus grand. Et aussi le petit Pathfinder qui a été ce qu'on appelle une démonstration technologique en 1997. 2013,
ils ont envoyé MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, donc qui s'est intéressé à l'atmosphère de Mars. 2016, on a envoyé Trace Gas Orbiter, c'est un satellite qui s'intéresse aux gaz en trace dans l'orbite de Mars. Il fait partie en fait d'un ensemble je dirais, 2 lancements. Un premier lancement en 2016, un deuxième lancement qui a d'abord été prévu en 2018, puis en 2020, et puis qui maintenant est reporté en 2022. Donc ce lancement est pour moi primordial parce que c'est à bord de la plateforme de ce lancement que nous avons notre instrument, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc si on regarde d'un point de vue temporel, donc on a parlé de 2013, 2016 avec Trace Gas Orbiter. 2018, on a envoyé la sonde InSight qui s'est déposée à la surface de Mars en novembre 2018 et on s'est intéressé maintenant à l'intérieur de la planète, un domaine qui me fascine personnellement. Qu'est-ce qu'on a déposé à la surface de Mars? On a déposé un séismomètre. On a déposé une mesure, un instrument qui permet de faire des mesures du flux de chaleur en mesurant les gradients de température au départ d'un système de forage. Malheureusement, le système de forage n'a pas marché et donc on n'a pas de mesure du flux de chaleur à l'heure actuelle. Par contre, on a des mesures du séismomètre. Et puis, vous voyez ici 2 petites antennes qui sont les antennes de ce qu'on appelle la radioscience, des antennes qui reçoivent le signal radio en provenance de la Terre et avec lesquelles on peut obtenir de l'information sur la rotation de la planète, et je reviendrai là-dessus. Toute cette instrumentation s'intéresse à l'intérieur profond de Mars. Et je vais vous montrer dans les slides qui viennent, dans les diapositives qui viennent, que l'intérieur de Mars est aussi important que l'atmosphère de Mars et que la surface de Mars pour comprendre l'habitabilité de cette planète. Mais revenons à InSight. Donc voilà une photo où vous voyez le séismomètre et la mesure du flux de chaleur. Les 2 antennes ici sont là, enfin, nos 2 antennes, celles sur lesquelles nous travaillons. Le déploiement du séismomètre, on a donc déposé à la surface martienne, puis on a déposé au-dessus du séismomètre un couvercle qu'on appelle le windshield, donc une protection pour le vent. Parce qu'évidemment, on voulait mesurer les tremblements de Mars et pas les tremblements liés au vent à la surface de Mars. Et donc, ça, en fait, il y a eu un séismomètre parmi les instruments des Vikings dans les années 70, mais comme ces séismomètres étaient sur la plateforme, ils n'ont mesuré finalement que les secousses de la plateforme liées au vent. Donc, il fallait déployer le séismomètre à la surface, le mettre bien en contact avec la surface martienne et le protéger des effets du vent. Voilà le déploiement du système qui devait mesurer le flux de chaleur. Un zoom sur l'intérieur du séismomètre qui est un bijou technologique. Et on a en effet mesuré des tremblements de Mars. On a mesuré des tremblements de Mars avec une magnitude de l'ordre de 3,4. C'est donc quelque chose de relativement faible. En fait, on est entre les magnitudes que l'on connaît pour la Lune et les magnitudes que l'on connaît pour la Terre. Et vraisemblablement, donc, ces tremblements de Mars viennent du mouvement de failles qui ne sont pas très très loin du site d'atterrissage de InSight. Et c'est comme ça que les sismologues ont interprété ces données. Alors, il y a d'autres instruments sur la plateforme. Non seulement on mesure
la sismicité de Mars, mais sa rotation, mais aussi on va mesurer tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Il y a énormément de sciences de l'atmosphère qui ont été des points qui ont été abordés. En 2020, les Américains ont lancé MSL, le deuxième MSL, donc Persévérance, qui est arrivé récemment en février, mi-février, dans le cratère G0 avec un hélicoptère, Ingenuity, qui est en fait un drone de l'ordre de 2 kilos, qui est aussi un bijou technologique. Il fallait comprendre comment bouger avec un hélicoptère dans une atmosphère aussi ténue et poussiéreuse que l'atmosphère martienne. Et en fait, l'objectif, ce n'est pas du tout un objectif scientifique, c'est plus un objectif opérationnel. Il va aider en fait à repérer des échantillons, des zones à échantillonner pour le gros rover martien. En parallèle, d'autres nations ont déjà, mais ça a déjà été mentionné, ont lancé également des sondes spatiales. Il y a la Chine qui a lancé également en juillet 2020 et donc la sonde est arrivée autour de Mars également en février. C'est la même fenêtre de lancement. Et il y a à bord un petit atterrisseur qui devrait atterrir à la surface de Mars ou à Marsyr d'ici 2 ou 3 mois. Alors, il y a aussi les Émirats arabes qui ont utilisé un lanceur japonais pour lancer leur première sonde autour de Mars. Dans le futur, en 2022, on aura ExoMars, un programme qui fait partie de donc, tout ce programme ExoMars, qui au départ était une joint venture avec la NASA, mais s'est révélé à la longue être une joint venture avec Roscosmos, donc les Russes. Donc en 2022, on aura un petit rover avec un système de forage qui va forer dans le sous-sol martien à environ 2 mètres de profondeur, prendre des échantillons, les ramener à la surface et les analyser, éventuellement même les garder, comme pour Persévérance, les garder pour un retour d'échantillons possible dans le futur. Mais il y a une suite d'instruments extrêmement sophistiqués qui va permettre d'obtenir des informations sur les roches qui ont été prises dans le sous-sol martien. Alors, ça c'est pour 2022, c'est le futur. Il y a aussi une plateforme en 2022, alors que le rover est européen. Il y a donc énormément d'instruments européens. La plateforme, elle est russe. Et cette plateforme, en fait, contient 2 instruments européens, dont un instrument belge. Qu'a-t-on découvert de Mars? Bien, on sait que Mars a une atmosphère de l'ordre de 7,6 millibars, comparé aux 1013 millibars moyens de la Terre, avec des variations de l'ordre de 3-4 millibars comme sur Terre. Donc, les variations de l'atmosphère sont aussi grandes que sur Terre. L'atmosphère de Mars est essentiellement constituée de CO2. Elle n'est pas respirable, bien sûr, mais on a quand même une pesanteur sympathique pour bouger à la surface de Mars, puisqu'on est à peu près un tiers de la pesanteur de la Terre, et donc on fait des petits sauts, mais pas des grands sauts comme sur la Lune. On a une atmosphère, je vous l'ai déjà dit, cette atmosphère est ténue, on la voit bien, et on a beaucoup de poussière à l'heure actuelle à la surface de Mars. Mars est penché dans l'espace et donc on a des saisons, exactement comme sur Terre. Comme la Terre est penchée, tourne autour du Soleil dans l'écliptique tout en étant penchée, Mars tourne autour du Soleil dans l'écliptique tout en étant penché. Et on a dans chaque hémisphère printemps, été, automne, hiver. Quand c'est l'été dans un hémisphère, c'est l'hiver dans l'autre hémisphère, exactement comme sur Terre. Vous
Voici les calottes polaires, qui sont des calottes polaires essentiellement de CO2. Quand on zoome, on voit qu'on a des traces de poussière. Donc la poussière à la surface de Mars est même devenue globale. On a des tempêtes de poussière globale, je vais y revenir, qui donnent des couches dans les calottes polaires. Les caméras haute résolution ont permis d'obtenir des images comme celle-ci, d'avalanches au bord des calottes polaires. Et les spectromètres ont mesuré qu'effectivement, ce qu'on voyait en blanc dans les images, c'est de la glace de CO2, mais ce qu'on voyait en dessous, et qui était un petit peu plus sale, on va dire, c'est de la glace d'eau. Donc, on a de la glace d'eau en dessous des calottes polaires. Ça, c'est l'image du spectromètre Oméga qui a permis de découvrir que c'était de la glace d'eau. Comme je le disais, on peut avoir des tempêtes de poussière globales. En juin 2010, par exemple, on a une image ici qui montre une Mars avec juste un ou deux petits nuages. Et fin juillet de cette même année, on a une tempête globale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de vent à la surface de Mars. De temps en temps, le vent, pas toujours, le vent soulève la poussière. Hein, et quand on a énormément de poussière et de vent, cette poussière monte dans l'atmosphère et change les propriétés de l'atmosphère, qui engendre plus de vent, qui monte plus de poussière vers le haut, et en fin de compte, on a une tempête de poussière globale. Ça, évidemment, c'est la coqueluche des gens qui veulent atterrir à la surface de Mars, parce qu'on pourrait tomber dans des moments où on a une tempête de poussière globale. Une autre chose que l'on trouve à la surface de Mars, ce sont des petites tornades qu'on appelle, ça c'est une représentation artistique, mais ceci, ce sont des vraies photos des mers, Mars Exploration Rover. Sur 5 minutes, on a des petites tornades qui passent comme ça dans le champ de vue de la caméra, qui sont larges de quelques mètres et hautes de quelques centaines de mètres, voire kilomètres. Et on peut même les voir depuis les orbiteurs. On a énormément de dunes à la surface martienne avec de la poussière accumulée à certains endroits. Une autre chose qu'on a observée de Mars, c'est une observation cette fois depuis la Terre qui a été faite de l'atmosphère martienne par des spectromètres. Et on a mesuré la présence de méthane. Alors, le méthane, c'est un gaz qui ne reste pas longtemps dans l'atmosphère. Donc, s'il est là, c'est qu'il y a une source de méthane. Et évidemment, ça a fait penser à une source liée à la vie. Bien sûr, on ne va pas essayer de trouver des vaches à la surface de Mars, mais en tout cas, on s'est intéressé à essayer de comprendre pourquoi il y a du méthane dans l'atmosphère martienne, et en particulier l'orbiteur Trace Gas Orbiter, qui, comme son nom l'indique, regarde les gaz en trace. Eh bien, il s'intéresse au méthane martien. Alors, pour l'instant, Trace Gas Orbiter n'a pas confirmé les mesures qui ont été faites depuis la Terre. Autrement dit, il trouve un ensemble de gaz en trace très intéressant, mais pas de méthane. Donc, ça, c'est vraiment une question que l'on se pose. Peut-être que les observations depuis la Terre n'ont pas été très bien calibrées, sont entachées encore d'une partie de l'atmosphère de la Terre. Ou peut-être que le méthane qui n'apparaît pas tout le temps, puisque c'est un gaz qui ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, bien que les sources se sont taries, ou en tout cas que les sources n'ont pas dégazé jusqu'à l'heure actuelle, et à partir du moment où Trace Gas Orbiter était en orbite autour de Mars. Voilà, la question reste ouverte. On continue à observer l'atmosphère martienne et à essayer de comprendre pourquoi le méthane
n'apparaît pas dans l'atmosphère martienne depuis 2016. L'intérieur de Mars, que connaît-on de l'intérieur de Mars? Eh bien, on sait que Mars est une planète tellurique. Donc, Mars a un manteau constitué d'olivine essentiellement, comme la Terre, et un manteau et un noyau constitué essentiellement de fer, comme la Terre, comme Vénus et comme Mercure. Pour avoir un champ magnétique, ce champ magnétique, en fait, il est généré à l'intérieur du noyau des planètes quand on a un mouvement de ce fer à l'intérieur de la planète. C'est à ce moment-là, quand on a du mouvement de ce fer liquide à l'intérieur de la planète, qu'on peut générer un champ magnétique. À l'heure actuelle, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Il y en a un sur Mercure, il y en a un sur la Terre, il n'y en a pas sur Vénus et il n'y en a pas sur Mars. Donc on se pose la question, est-ce que le noyau constitué de fer de Mars, est-ce qu'il est solide ou est-ce qu'il est liquide mais qu'il n'y a pas de mouvement? Mais en tout cas, la question de savoir où on en est dans l'évolution du noyau est une question intéressante pour comprendre l'évolution de la planète. Je continue dans ce que l'on connaît, ce que l'on a appris de Mars, et je vous montre ici une image du laser altimétrique MOLA qui est sur Mars Global Surveyor. Le laser altimétrique a permis d'obtenir les bosses et les fosses, la topographie de la surface martienne. On trouve dans l'hémisphère nord un hémisphère nord très très bas. Le bleu correspond à environ moins 8 km. Et puis un hémisphère sud très très haut, avec le rouge et le blanc qui correspond à 27 km de haut. Ici, on est à 27 km de haut. Donc, on voit qu'on a une dichotomie avec un hémisphère nord très peu cratérisé et décrit en bleu, donc très très bas, et un hémisphère sud très cratérisé et très haut. On a pensé à un moment donné qu'on a pu avoir ici, et c'est pour ça qu'on l'a mis en bleu bien sûr, un océan qui couvrait la surface martienne dans l'hémisphère nord. Alors, à l'époque, les scientifiques américains avaient trouvé ici un contour 1 et puis ici un contour 2 avec plusieurs océans. Mais les spectromètres ont montré qu'en fait, les roches qui sont ici, mais ce ne sont absolument pas des sédiments, donc comme on aurait pu trouver au fond d'un océan évaporé, mais plutôt de la lave, des basaltes. Donc en fait, il ne s'agit pas ici de la présence d'un ancien océan, mais plutôt quelque chose qu'il faut encore expliquer, parce qu'on a toujours cette dichotomie à expliquer, peut-être liée à un large impact de la surface martienne. Toujours est-il que la surface de l'hémisphère nord est extrêmement cratérisée, ça veut dire qu'elle est très très ancienne, parce que dans l'histoire du système solaire, on a eu des bombardements extrêmement importants au tout début du système solaire. Et grâce au retour d'échantillons de la Lune, on a pu dater les moments où on avait ces bombardements. Et donc, en comptant les cratères, on peut même dater les roches de la surface martienne. Et on voit que cet hémisphère ici est extrêmement cratérisé et donc extrêmement ancien. C'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette planète, c'est que comme il n'y a pas de tectonique des plaques, comme les continents ne bougent pas pour pénétrer dans le manteau, ressortir par les rives médio-océaniques, eh bien, toute l'histoire de la surface est inscrite dans ce qu'on voit dans ce genre d'image. Toute l'histoire même du système solaire est inscrite à la surface martienne. Ici, on déploie cette carte pour juste zoomer sur cette partie ici, qui est la province de Tarsis, où on a
énormément de volcans, notamment ici Astraceus Pavanis Arcia et ici Olympus Mons. Olympus Mons, qui est le plus grand édifice du système solaire. Il est aussi grand que la France. Ici, je l'ai mis en comparaison avec la Belgique. 600 km de diamètre, 27 km de haut. Bien sûr, sur Terre, on a de la tectonique des plaques, donc les plaques bougent au-dessus des points chauds. Quand on a un point chaud, ici sur Terre, les plaques bougent. Et donc, on a à la fin une chaîne de volcans sur Terre. Mais sur Mars, le panache, le point chaud, va rester toujours au même endroit et donc la lave va sortir toujours au même endroit. Et on va accumuler de la lave au fur et à mesure du temps. Et donc, on a un édifice énorme. On voit qu'à la surface de Mars, on a de nombreux cratères, quelques images de cratères, à l'intérieur desquels on trouve de la poussière, bien sûr, à l'heure actuelle, des dunes même. On a des failles à la surface de Mars, et notamment cet énorme balafre que vous avez vu sur l'image qui annonçait la conférence, ou bien l'image que j'ai mise au début, c'est Valles Marineris, qui ressemble au Grand Canyon américain, où on a quelque chose de 22 km de large et de l'ordre de quelques kilomètres de profondeur, donc de l'ordre de 5 km de profondeur. Donc, c'est vraiment comme le Grand Canyon américain. Vu d'en haut, c'est vraiment comme des montagnes sur Terre, mais ici, on est sur Mars, donc pas de végétation. Une autre chose que l'on a découvert, c'est qu'il n'y avait pas de champ magnétique global sur Mars. Comme sur Terre, on a un champ magnétique qui nous permet, avec les boussoles, de nous diriger. Eh bien, sur Mars, il y a eu un champ magnétique dans le passé. Comment est-ce que je sais ça? Eh bien, en fait, Mars Global Surveyor a fait une manœuvre et s'est rapproché de la surface martienne au cours de l'ensemble des orbites qu'il a parcourues et s'est rapproché très très proche de la surface martienne. Et les scientifiques ont allumé le magnétomètre, donc pour mesurer le champ magnétique. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont mesuré un champ magnétique. Et ce champ magnétique était très local. En fait, il s'agit d'un champ magnétique rémanent, fossilisé à la surface de Mars. Au moment où les roches se sont solidifiées, elles ont imprégné le champ magnétique qui existait à cette époque. Et ici, on voit, et attention qu'on est dans l'hémisphère sud, ici j'ai l'équateur, parce qu'ici on a noté la latitude, donc on est à 0 degré, l'équateur est là, le pôle est là, et on a des zones où on a du champ magnétique positif, des zones où le champ magnétique est négatif. Mais c'est un champ magnétique fossile en fait. Et quand on compte les cratères ici derrière ces mesures, eh bien, on voit que ce champ magnétique, il a existé au tout début du système solaire, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années. Et puis, il s'est éteint. Et il n'y a plus de champ magnétique à l'heure actuelle. Et cette donnée est extrêmement importante pour comprendre l'habitabilité. On va y revenir. Alors, dans ce qu'on a appris sur Mars, eh bien, on a évidemment l'expression de la présence d'eau dans le passé. On a des îlots à profilage hydrodynamique qui se sont créés dans le passé de Mars. On a des traces de méandres. On a des traces, voilà un zoom sur le méandre. On a des traces de delta de rivières, on a des traces de lits de rivières, tout ça dans le passé de Mars, ici encore un lit de rivière, ici encore. On a eu donc dans le passé de Mars d'énormes écoulements. Je ne dis pas qu'il y a eu de l'eau tout le temps dans le passé de Mars, mais on a eu des traces d'énormes écoulements. Oups, c'est pas ça. Je pense que j'ai fait une fausse manœuvre. J'espère que je n'ai pas planté le système. Non. Wow. Désolée, il faut que je reprenne où j'étais.
Voilà. Ça va, le système n'est pas planté, c'est juste une fausse manœuvre. Donc, je disais, on a d'énormes écoulements qui se sont succédés dans le passé de Mars. Et on a également des structures d'effondrement. Attention de ne pas tout interpréter en termes d'eau, parce que quand on zoome, par exemple, sur le bord d'un cratère, on trouve des ravinages comme ceci. Il ne faut pas interpréter ça comme étant des ravinages liés à de l'eau. Ça peut très bien être lié à la présence de neige. Ceci est une photo sur Terre et ceci est une photo en haut sur Terre, en bas sur Mars, où vous voyez les ravinages liés à ces paquets de neige ou des effondrements, des éboulements de roches. Donc, pas tout interpréter en termes d'eau, parce que ça, c'est des ravinages récents. L'eau, elle est plutôt dans le passé de Mars. On a des traces indirectes via ce que les mers ont observé, ce que les Américains ont appelé les blueberries, qui sont donc les myrtilles, des petites billes comme ça, qui sont des billes bleues, d'hématite. Et l'hématite est un minéral qui ne peut exister que si on a de l'eau qui percole, de l'eau liquide qui percole. Donc, des traces d'eau dans le passé de Mars, de la présence d'eau dans le passé de Mars, mais on retrouve des terrains, à gauche sur Mars, à droite c'est la Terre, on peut comparer avec le Canada, des terrains extrêmement froids avec de la présence d'hexagones comme ceci. Même Phoenix, qui s'est déposé proche des calottes polaires, a gratté le sol et a vu que dans le sous-sol martien, il y avait de la glace. À l'intérieur des cratères, on peut trouver parfois des traces blanches comme ceci. On se dit, bah, c'est peut-être du CO2. Eh bien, le spectromètre Oméga a montré qu'en fait, il s'agissait de glace d'eau. Donc, l'eau, à l'heure actuelle sur Mars est sous forme de glace. Ce qui est résumé sur cette diapositive où on montre que l'eau a existé dans le passé de Mars. On trouve des deltas de rivières, des vallées, des écoulements intenses, mais qu'à l'heure actuelle, l'eau est essentiellement sous forme de glace. Donc, dans le passé de Mars, entre 4,6 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, mon pointeur est ici, entre 4,6 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, là, on voit des traces d'eau liquide. Donc, Mars était humide, il y avait de l'eau liquide. Et puis, à partir de 3,5 milliards d'années jusqu'à maintenant, on a trouvé essentiellement de la glace. Donc, Mars est sèche et pas d'eau liquide. Quelque chose qu'il faut noter, c'est la présence de bombardements, donc de cratères. Ces bombardements ont eu un effet sur l'atmosphère martienne, puisqu'on peut apporter des volatiles avec des comètes ou des météorites. On peut aussi faire partir une partie de l'atmosphère. Et puis, je voudrais noter ici qu'on a trouvé un champ magnétique au tout début de l'histoire martienne. Et puis que vers 4 milliards d'années à peu près, le champ magnétique s'est éteint. Et comme par hasard, c'est à partir de ce moment-là que l'atmosphère martienne a diminué et que Mars est devenu sèche. Bon, on a une période transitoire, évidemment, à ce niveau-ci. Du volcanisme, ça, on en a. On en a eu, on en a tout au long de l'histoire martienne. Mais toujours est-il que l'évolution de Mars et comprendre pourquoi Mars était humide jusqu'à 3,5 milliards d'années et puis est devenu très sec, c'est aussi lié à l'étude de l'évolution des différents réservoirs, que ce soit l'atmosphère, que ce soit le manteau, le noyau et même l'existence d'un champ magnétique. Donc, c'est l'évolution de ces trois réservoirs qui est intéressante. Alors ici, je reviens à ma diapositive initiale où on a une pression et une température actuelles à la surface martienne. Je vous ai montré des preuves d'existence d'eau et donc
Ça veut dire qu'essentiellement, dans le passé de Mars, on avait une atmosphère, même peut-être plus importante que l'atmosphère de la Terre à l'heure actuelle, avec un effet de serre qui glisse les températures vers la droite. Et donc, on peut avoir de l'eau liquide à partir du moment où on a l'existence de l'atmosphère. Mais à partir d'un certain moment, cette atmosphère a disparu, puisqu'à l'heure actuelle, Mars est sèche et on est à une pression atmosphérique de l'ordre de 7 millibars. Si je regarde ce qui se passe sur Terre, sur Terre, on a de la tectonique des plaques, on a un manteau, on a un noyau, on a une atmosphère, on a une croûte et on a un refroidissement qui nous permet d'avoir un noyau dans lequel le fer bouge. On a du mouvement à l'intérieur de ce noyau liquide. On crée une dynamo, donc on crée une magnétosphère qui protège notre atmosphère et qui nous protège d'ailleurs, et surtout qui protège notre atmosphère de l'érosion par le vent solaire. On a du dégazage, on a la croûte, donc les continents qui pénètrent à l'intérieur du manteau, donc qui subductent à l'intérieur du manteau, qui regazent le manteau, et puis on a du volcanisme avec du dégazage dans le manteau qui produit l'atmosphère. On a une hydrosphère et on a une cryosphère. Les deux, tout cela, ça a permis d'avoir une biosphère qui elle-même intervient sur le processus de subduction et sur l'atmosphère et sur le volcanisme. Donc, tout est lié. Ça, c'est sur Terre. Sur Mars, quand on a une planète monoplaque, ben, évidemment, on n'a pas toute cette partie-là. Peut-être qu'on a eu à un moment donné une biosphère, ça c'est la grande question, mais en tout cas, on a eu, on le voit dans le passé, la présence d'eau, donc une hydrosphère avec un champ magnétique qui protégeait l'atmosphère de l'érosion par le vent solaire. Ça, c'est pour une planète avec un champ magnétique. Maintenant, si on regarde sans le champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? Bien, si on n'a pas de champ magnétique, si on n'a pas de mouvement à l'intérieur du noyau, on n'a pas de magnétosphère, on n'a pas de protection de l'atmosphère, et donc toute cette partie-ci manque. Et ce qui se passe, c'est qu'on le voit très bien sur cette diapositive, c'est que la Terre ayant un champ magnétique, on a une magnétosphère et les particules du vent solaire ne pénètrent qu'au pôle. Et ça nous donne d'ailleurs les aurores boréales splendides. Tandis que sur Mars, comme l'atmosphère est ici, mais qu'il n'y a pas de champ magnétique, le vent solaire l'érode. Mais attention que quand on veut travailler sur l'histoire de l'atmosphère martienne et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé de Mars, il faut aussi considérer que le Soleil était différent à cette époque. Donc, il faut bien sûr mettre un petit bémol. On a eu également des impacts d'astéroïdes, de comètes qui ont pu apporter des volatiles, mais peut-être aussi faire échapper une partie de l'atmosphère. Voilà qui résume en fait tout ce qu'on sait de la surface martienne, ce que je comprends en tout cas de l'existence d'eau dans le passé et dans le présent. Et je vous ai montré que la partie géophysique de la planète est très importante. En Belgique, d'ailleurs, on travaille sur la partie géophysique et en particulier sur l'intérieur. On a envie de dire que puisque la planète est plus petite, elle s'est refroidie plus vite, mais ce n'est pas le cas. Parce que, en fait, comme on n'a pas de tectonique des plaques et que la planète est monoplaque, on a comme un couvercle qui garde la chaleur à l'intérieur de la planète. Et donc, on ne sait pas où on en est dans l'évolution de la planète. Est-ce que le noyau est liquide? Et on sait qu'il n'y a pas de champ magnétique, donc on sait qu'il n'y a pas de mouvement dans le noyau, mais peut-être que le noyau est liquide ou peut-être qu'il est solide complètement. Où en est-on dans cette évolution? Vous avez peut-être fait cette expérience
il faut que j'enlève mon pointeur. Je pense que je vais faire un escape. Voilà. Vous avez tous fait cette expérience. Vous prenez un œuf cuit, un œuf non cuit. Ils tournent de manière différente. Avec un peu d'habitude, on peut se dire celui-là il est cuit, celui-là il n'est pas cuit. Donc, en fait, en regardant la rotation d'une planète ou la rotation des œufs, on peut avoir de l'information sur l'intérieur de ces œufs. Même chose pour les planètes. Donc, en regardant la rotation des planètes, on peut avoir de l'information sur l'intérieur profond. Comment va-t-on regarder la rotation de la planète Mars? Eh bien, on connaît la Terre dans l'espace, on sait où elle est dans l'espace, on connaît sa position au centimètre près. Donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer un signal radio depuis la Terre vers Mars. Là, sur Mars, on a un petit transpondeur qui est un bijou de technologie qui vous renvoie le signal vers la Terre sans rajouter de phase. Donc, il réagit comme un miroir et il renvoie le signal vers la Terre. Et on va mesurer l'effet Doppler sur le signal radio. Alors, l'effet Doppler, vous savez ce que c'est? C'est quand une voiture passe très vite dans la rue, vous entendez, avec un peu d'habitude, vous pouvez connaître un peu la vitesse du véhicule et d'où il vient. C'est un peu la même chose ici. On va, avec le signal radio, mesurer l'effet Doppler et donc mesurer la vitesse relative de Mars par rapport à la Terre et donc la rotation de Mars. Ici, on vous montre une petite vidéo qui explique l'effet Doppler. Donc, on a un signal radio ici, c'est entre une sonde spatiale et un atterrisseur, où vous voyez que la fréquence d'émission et la fréquence de réception sont différentes et qu'on peut mesurer un déphasage. Et c'est ça l'effet Doppler. On va évidemment travailler avec la Terre et avec des atterrisseurs à la surface de Mars ou des orbiteurs en orbite autour de Mars. On va utiliser les signaux radio entre l'orbiteur et la Terre ou directement entre les landers et la Terre ou entre l'orbiteur et les landers. Tous ces signaux radio peuvent être utilisés pour recombiner et obtenir la rotation de Mars. Et ce qu'on va voir, c'est un phénomène qu'on appelle la précession et la nutation, qui sont simplement des variations de l'orientation de la planète dans l'espace. Et ça, c'est lié au fait qu'on a une planète penchée et aplatie. Vous vous souvenez des œufs? Maintenant, donc on refait cette expérience, un œuf cuit, un œuf non cuit, ils tournent de manière différente. Eh bien, c'est la même chose pour les planètes. Pour les planètes, si on a un intérieur cuit, entre guillemets, un noyau solide ou un noyau liquide, les variations de l'orientation de la planète dans l'espace sont différentes. Ici à gauche, je vous présente une Mars cuite avec un noyau solide et ici à droite, une Mars non cuite avec un noyau liquide. On a donc de l'information sur l'intérieur profond. On peut évidemment aussi avoir de l'information sur l'atmosphère martienne parce qu'on a un processus de sublimation et condensation du CO2 dans les calottes polaires. Un phénomène que l'on peut mesurer grâce à InSight et aux petites antennes qui sont à la surface martienne. On a mesuré avec ces antennes et on a obtenu, et ça évidemment c'est sous embargo, on a pu obtenir les nutations, donc les variations de l'orientation de la planète dans l'espace et montrer que le noyau était liquide. En tout cas confirmer que le noyau était liquide. Je ne peux pas vous en dire plus parce que, évidemment, c'est sous embargo et que ce sera publié en juin dans Science.
Toujours est-il qu'il y aura une suite à ce qu'on vient de faire avec InSight, puisqu'on va aller en 2022 avec ExoMars. On a notre instrument qui s'appelle LARA, qui est exactement, pas exactement, mais qui est très semblable à l'instrument qui est actuellement sur InSight, qui va utiliser aussi les énormes antennes sur Terre, hein, c'est les antennes du Deep Space Network de la NASA, 70 mètres de diamètre, c'est vraiment énorme, et un petit transpondeur à la surface de Mars, ça ce sont les antennes, ça c'est moi, donc vous voyez la grandeur des antennes, et un petit transpondeur et des antennes à la surface martienne. Ces antennes ont été faites par l'Université catholique de Louvain et le transpondeur a été fait par une entreprise qui s'appelle Antwerp Space. Le modèle de vol que vous voyez ici a bien évidemment été traité pour les bactéries, pour ne pas emmener à la surface de Mars des bactéries, et il a été intégré dans la plateforme. On espère avoir d'ici peu les informations, donc le lancement et des informations plus précises sur le noyau martien. Ceci est proche de la fin de mon exposé et je voulais simplement revenir sur le fait que peut-être qu'autour d'autres étoiles du système solaire, il y aurait des planètes du style, des exoplanètes du style de la Terre. Toujours est-il que dans le système solaire, dans notre propre système solaire, seule la Terre est habitable. Mais vraisemblablement, Mars a été habitable parce qu'elle a eu une atmosphère et qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Un grand nombre de planètes existent autour d'autres étoiles et donc on a grand espoir de pouvoir un jour observer en tout cas l'atmosphère des exoplanètes et essayer de comprendre si ces planètes sont habitables ou habitées même. Bien sûr, la planète Terre est une superbe planète et nous sommes bien sur Terre et c'est un message que je voulais quand même faire passer. Nous avons une chance de dingue à la surface de la Terre. On est dans la zone habitable, on a une planète extraordinaire. N'oublions pas les lunes du système solaire qui nous proposent évidemment de l'eau souterraine. Et je voulais peut-être pour un peu lancer le débat, revenir sur ce que j'ai expliqué au tout début de l'exposé, l'exploration spatiale. On a envoyé des sondes spatiales. À l'heure actuelle, il y a comme un tournant dans l'exploration spatiale effectuée par les grandes agences comme la NASA ou les agences spatiales comme la NASA, Roscosmos ou l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On est maintenant dans une ère qu'on appelle le New Space. Qu'est-ce que le New Space? C'est un mouvement qui est lié à l'émergence de l'industrie spatiale d'initiatives privées. On voit Elon Musk qui envoie des sondes spatiales. On a en Belgique Aerospace Lab, qui est une petite entreprise qui a démarré, je pense, il y a 2 ans avec 2 personnes. Ils sont plus de 100 à l'heure actuelle et ils lancent des nanosatellites et ils font du business. Donc, ce n'est plus uniquement les grandes agences spatiales qui font de l'exploration et ça revient évidemment dans le thème de ces conférences, évidemment, puisqu'on est dans le cadre du New Space, dans un tournant. Le programme SpaceX envisage même d'aller sur Mars. Ils veulent, et ça j'ai traduit je pense du site de Elon Musk, faciliter la colonisation éventuelle de Mars. Ils veulent faire des lanceurs réutilisables, etc. Ils veulent pouvoir mettre du carburant dans une fusée en plein vol, etc. Donc, ils ont tout un volet je dirais, de développement technologique fantastique. Bon, le seul mot que je n'aime pas personnellement, et ça va lancer le débat bien sûr, c'est le mot colonisation éventuelle.
je pense que le privé peut faire énormément pour l'exploration de la planète Mars, mais attention de ne pas trop toucher à ma planète parce que on a besoin encore d'aller voir s'il y a eu de la vie, s'il y a de la vie, et donc essayons d'être prudents et de travailler en tout cas avec de la robotique. Donc attention à la contamination, la robotique peut encore faire beaucoup avant d'envoyer des humains à la surface martienne. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Véronique Dehan, pour cette passionnante conférence. On va passer à la partie des questions et je vais y aller d'emblée avec une question qui nous a été envoyée en amont de la conférence par Monsieur Détienne qui rappelait évidemment quelque chose que vous avez évoqué dès le départ de cette conférence, à savoir les conditions pour la vie, ce que vous appelez la soupe primitive. Et Monsieur Détienne se demande, est-il possible finalement, serait-il envisageable et ou possible de les générer en continu et en quantité suffisante? Je reviens à cette acceptation de l'habitabilité sur Mars. De générer la soupe primitive en continu, c'est ça la question. Voilà, de générer la vie en continu. Exactement, avec un apport en énergie, en nutriments et en eau liquide, avec une atmosphère vivable, Oui. etc. Mais en fait, l'eau, le carbone, c'est vraiment des éléments très simples. Et donc, pourquoi aller compliquer? Donc, si on a de l'eau, du carbone, si on a des nutriments, il n'y a pas de raison de se compliquer la vie, quoi, si je peux dire. Et donc, la soupe primitive, elle est là. Et si on a pendant suffisamment longtemps tous ces éléments ensemble, oui, on pourrait créer de la vie. On ne l'a jamais fait en laboratoire, hein, bien sûr. Donc, voilà, mais on n'a pas pu montrer, en tout cas, qu'il était possible d'utiliser autre chose que l'eau, l'énergie et les nutriments. L'eau, l'énergie et les nutriments, c'est vraiment la base de la soupe de la vie. Non, c'est évidemment pas mon domaine, c'est quelque chose lié à l'exobiologie. J'ai une consoeur, Emmanuelle Jabot, qui travaille sur la vie primitive et qui travaille sur la soupe primitive et sur notre ancêtre, on va dire, la première cellule qui est apparue sur Terre. Et donc voilà, ce sont des domaines passionnants. Et pourquoi pas aller voir à la surface de Mars, puisque les conditions d'habitabilité ont existé, pourquoi pas aller voir à la surface de Mars si on a des fossiles de vie dans le passé de Mars. Et peut-être, pourquoi pas, de la vie à l'heure actuelle, mais alors garder dans des poches d'eau souterraines ou des choses comme ça, mais ça c'est loin d'être démontré. Je pense que ce sera plutôt des fossiles de vie. Alors, une question qui est posée par Jean-Paul Poncelet, qui est votre confrère, qui vous remercie pour cette élocution passionnante et qui se demande ceci: pourrait-on imaginer un cycle organique qui ne serait pas carboné? Autrement dit, des molécules complexes, des chaînes organiques différentes de celles qui constituent notre propre cycle biologique. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ta question. Elle rejoint un petit peu la question précédente. Et en fait, on ne sait pas répondre à ce genre de questions. La seule chose, c'est qu'on est convaincu que ça doit être simple de faire la vie. Il ne faut pas aller chercher quelque chose de compliqué parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va vers des minéraux comme le carbone et vers l'eau, qui sont des molécules simples et qui sont faciles à agglomérer. Encore une fois, ce n'est pas mon domaine. Et je pense que ça, c'est une question pour Emmanuelle Jabot qui pourra vous répondre vraiment dans le détail, ou même peut-être une question à des chimistes hein, qui travaillent sur la vie primitive. Mais en tout cas, à l'heure actuelle,
On n'a pas pu démontrer que un autre arrangement de molécules puisse arriver à la vie. Alors une question maintenant qui fait le lien entre ce qui se passe sur Mars, ou plutôt à l'intérieur de Mars, et ce qui se passe ici. La question, elle est d'un spectateur anonyme. Est-ce que l'on sait si sur Mars, enfin, ce qui se passe sur Mars peut laisser craindre l'arrêt du mouvement du noyau terrestre à long terme? Donc voilà, il interroge ou elle interroge le lien entre l'un et l'autre, avec éventuellement une perte du champ magnétique et in fine de l'atmosphère. Oui, ça c'est une question très très intéressante. En fait, il y a deux manières de créer un champ magnétique. La première, de toute façon, il faut du mouvement à l'intérieur du noyau, mais il faut créer ce mouvement. Et on a deux possibilités pour créer le mouvement. La première, c'est d'avoir un gradient thermique, d'avoir un gradient de température. Ça, c'est ce qui existait au tout début du système solaire. Donc, on avait un gradient de température énorme et donc on avait des mouvements, c'est la casserole qui bout quoi, à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, on a des mouvements dans le noyau constitués de fer et on crée un champ magnétique. Une autre possibilité, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur Terre, c'est la formation de la graine. Ce qui se passe sur Terre, c'est que le fer précipite pour former la graine, qui est la partie solide à l'intérieur du noyau liquide. Et c'est ce mouvement qui crée le champ magnétique. Et ce mouvement, il n'est pas uniforme. Et donc, on a de temps en temps des inversions du champ magnétique. Et c'est ça qu'on voit à l'heure actuelle, quand on regarde les enregistrements du champ magnétique, même des enregistrements sur des données très, très anciennes, pas de champ magnétique, mais plutôt ce qu'on appelle le paléomagnétisme dans les roches, on voit qu'on a eu des inversions du champ magnétique de la Terre et on peut aller vers une inversion du champ magnétique. Actuellement, le champ magnétique de la Terre bouge énormément. On ne comprend pas très bien pourquoi. On essaye de voir ce qui se passe à l'intérieur du noyau. Il existe ce qu'on appelle les jerks, qui sont des accélérations subites du champ magnétique que l'on voit au niveau de l'interface entre le noyau et le manteau. Et donc, on essaye de comprendre. Mais on n'ira pas vers une extinction du champ magnétique. Ce qui va se passer, c'est des inversions du champ magnétique. On va vers une extinction du champ magnétique, mais à très très long terme, à un moment où toute la graine sera formée et on aura atteint un équilibre qu'on appelle l'équilibre de l'eutectique, enfin, peu importe. Donc, on sera arrivé à un équilibre où le champ magnétique, effectivement, va s'éteindre. Mais ça, c'est dans des milliards d'années. Peut-être que le Soleil nous aura englobés avant. Et donc, sur Mars, on ne sait pas très bien où on en est. Le noyau sous embargo serait liquide. Donc, il est liquide, il n'y a pas de mouvement. Vraisemblablement, on n'est pas encore au moment où on est en train de former la graine. Donc, plus tard, on pourrait arriver à des températures et des pressions qui permettront à un champ magnétique de à nouveau exister à la surface martienne. Mais c'est des conditionnels, bien sûr. Il faut étudier ça plus en détail, comprendre quelle est la densité du noyau et le pourcentage d'éléments légers et quel est l'élément léger à l'intérieur du noyau pour pouvoir faire des modèles de ce genre de choses. Alors pour aller plus loin dans le lien entre les différents phénomènes, Marina nous demande, est-ce que la perte de l'eau, en tout cas sous sa forme ancienne, liquide, est-ce qu'elle est liée à la perte du champ magnétique? Est-ce qu'il existe un lien entre ces deux formes d'extinction? C'est une possibilité. C'est une possibilité à laquelle je crois, mais il faut mettre un bémol parce que ce qui se passe,
Je pense que j'ai une diapositive qui montre un peu tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Je l'ai passée sous silence. C'est pas sûr, non, je ne l'ai pas en background dans mes questions. Celle-là, je peux vous montrer peut-être. Oups. Share screen. Share. Voilà, celle-ci. Où on voit en fait que quand on a une atmosphère et qu'on a un champ magnétique, donc d'abord à droite ici, eh bien les particules du vent solaire, elles vont pénétrer au niveau des pôles et l'échappement est minime. Cependant, il y a d'autres processus d'échappement. On a ce qu'on appelle le ion pick-up, donc il y a beaucoup d'autres processus d'échappement de la haute atmosphère et d'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère qui font que c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai dit. Donc, il faut vraiment étudier ce qui se passe dans la haute atmosphère martienne et dans la haute atmosphère terrestre, comparer et essayer de comprendre les processus d'échappement qui existent à l'heure actuelle sur Mars et sur Terre. À ce moment-là, on va pouvoir peut-être conclure sur l'effet du champ magnétique. Donc, je mets un petit bémol quand même à ce que je dis quand je dis que le champ magnétique est important. Effectivement, il est important dans l'évolution de l'atmosphère martienne. Est-ce qu'il est aussi important que toute l'atmosphère a disparu? Ça, je ne peux pas répondre. Ce que je vois, c'est une coïncidence entre le moment où le champ magnétique s'est éteint et le moment où l'atmosphère martienne a disparu, mais il est très possible que l'échappement de l'atmosphère de la Terre et de Mars soit quasi semblable avec et sans champ magnétique, étant donné tous les autres processus qui sont en jeu. Ça, c'est une possibilité. Dans ce cas-là, il faudrait expliquer par un impact de météorite qui fait partir une énorme partie de l'atmosphère. Donc, je ne peux pas jurer que c'est le champ magnétique qui a induit le fait que l'atmosphère martienne ait disparu. C'est vraiment une coïncidence troublante, mais qui nécessite vraiment des études approfondies de ce qui se passe dans la haute atmosphère. Et les Américains ont envoyé MAVEN en 2013 qui s'intéressait justement à tous ces processus d'échappement. Et on commence à avoir quelques résultats qui montrent que l'échappement à l'heure actuelle de l'atmosphère martienne est du même ordre que l'échappement de la Terre à l'heure actuelle. Donc, voilà, il n'y a pas de champ magnétique et l'échappement aurait dû peut-être être plus important sur Mars que sur Terre. Or, il serait du même ordre. Toujours est-il qu'il va falloir attendre qu'on ait un petit peu plus de données et certainement des phénomènes plutôt saisonniers, donc sur le long terme de ce qui se passe dans l'atmosphère martienne. On va prendre une toute dernière question, qui est d'ailleurs la toute dernière question qui apparaît sous la petite pluie de compliments pour cette conférence. Jean-Paul Poncelet, on connaît le danger mortel pour la vie terrestre que sont les rayonnements ionisants. Comment transposer le mécanisme de la vie sur une des planètes non protégées des rayons cosmiques, Mars? On ne peut que difficilement imaginer là-bas la vie telle que nous la connaissons. Qu'est-ce que vous répondez? Je suis d'accord avec Jean-Paul qu'il
imaginer la vie sur Mars sans protection, c'est autre chose que la vie sur Terre, mais dans les sous-sols, il y a moyen de se protéger des rayons. Et puis, il y a des nanobactéries qui sont des nanobactéries qui résistent au rayonnement. Je pense toujours aux tardigrades qui sont des petits animaux qui sont adorables et qui sont capables de survivre à tout, quoi, y compris au rayonnement. Donc, nous, on voudrait en effet se dire que la protection de l'atmosphère est importante, en tout cas pour les humains et pour tous les animaux à l'heure actuelle, c'est important. Mais la vie peut exister même dans le cas de radiation importante. Ce qu'il faut absolument éviter, et c'est pour ça aussi que je voulais un peu lancer le débat vers le New Space, c'est d'aller mettre des humains pendant 2 ans à la surface martienne avec une intensité de radiation extrêmement importante. Il y a déjà 6-7 mois pour arriver à Mars, 6-7 mois pour revenir. Alors, étant donné les fenêtres de lancement, soit vous allez vers Mars, vous revenez tout de suite, soit vous allez vers Mars, vous attendez 2 ans, vous revenez tout de suite. Mais donc, ça reste des durées extrêmement importantes pour un humain. Moi, je trouve que d'un point de vue éthique, je n'enverrai absolument pas d'humains à la surface martienne sans avoir des protections vraiment oui, vérifiées. Voilà, ça c'est hyper important. Je pense que dans l'avenir, on retournera d'abord vers la Lune et on fera notre expérience d'humain sur la Lune avant de retourner vers Mars. Elon Musk mentionnait qu'il voulait retourner vers Mars en 2024. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il pourra avancer la technologie, c'est sûr, mais on ira sur la Lune bien avant. Et mars 2024, j'y crois pas du tout. Voilà, alors peut-être qu'il retournera dans Mars, donc, puisque c'est peut-être là que ce sera le plus safe. Voilà, découvrir les caractéristiques de planètes jusqu'ici méconnues, remonter le cours de leur histoire et étudier l'habitabilité. Voilà l'axe giratoire autour duquel se concentrent vos recherches, Véronique Dehan. Vous avez évoqué avec nous ce soir tout ce que l'on sait, ou presque, sur Mars, sur sa surface, sur son intérieur, peut-être surtout, sur son atmosphère, ses reliefs, sa rotation et donc sur son évolution. Merci à vous, Véronique Dehan. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette conférence en ligne. Vous pourrez très prochainement la retrouver sur la chaîne YouTube de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris et sur le site Académie TV. Avant de se quitter, juste un petit point sur les 2 prochaines thématiques du cycle de conférences. Les dates sont encore à définir. On va faire un saut dans le passé pour se retrouver au Moyen-Âge avec Alain Dierkens, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles et qui nous emmènera au cœur de la grande forêt d'Ardennes avec les moines et la nature sauvage du Moyen-Âge. Et puis, on revient au temps présent avec Dominique Lambert de l'Université de Namur, qui interroge la machine et le sens et qui pense l'humain dans un environnement robotisé. Voilà pour la suite du cycle de conférences. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci encore.